Allô, allô, oui, oui, je t'entends bien. Ok, nickel. Comment ça va? Ça va toi? Ça va, très bien, écoute. Écoute, merci beaucoup de d'accepter cette petite entrevue, ce petit space. Ouais, ça fait plaisir. Bah, ouais, carrément. On s'est rencontrés, donc c'était à Riga, si je me trompe pas, sur le retour, sur le chemin du retour. Ouais, exactement, exactement. Entre, Heu, 2 conférences, pour toi, pendant mon petit séjour en Europe, il y a quelques mois de cela, exactement. Et je crois qu'à ce moment-là, vois-tu, je crois que je bossais encore avec, Bitcoin Magazine et ensuite, en fait, j'étais carrément en train de Heu, bon, si on veut en procédure de discussion avec, la team, avec les gens de Arc Labs, avec laquelle, bon, heu, j'ai joint il y a de ça maintenant, je crois que c'était au mois de septembre hem, donc ouais, ouais, ça passe vite maintenant, mais voilà, donc ouais, ça fait plaisir, d'avoir la chance de discuter un peu de Arc et peut-être comme je t'expliquais de m'entraîner un peu et de me sortir de ma coquille un peu anglophone par rapport, à ces conversations technologiques qui relatent avec à Bitcoin parce que c'est plutôt rare pour moi, de ouais, bah, de discuter de ces sujets-là, avec, en fait, en français, carrément. Donc on va voir comment ça va aller et j'espère que vous m'excuserez s'il y a des termes, plutôt techniques que j'arrive pas trop ouais, à écoute, traduire, mais ça devrait le faire, ouais. il y a pas de souci, hein, si vraiment on a besoin, je ferai la traduction. T'en fais pas du tout pour ça. Et donc ouais, donc comme t'as dit, on va parler de Arc. Alors juste pour un peu d'introduction, donc l'émission est en même temps retranscrite aussi sur la chaîne Twitch de Cryptost. Et donc j'ai juste oublié de changer la scène dès le début, donc il y a juste les premières secondes de l'introduction que j'avais faite qui a pas été mise. Donc voilà, salut à tous donc qui nous écoutent sur Twitter ou sur Twitch. D'ailleurs sur ceux qui sont sur Twitch, qui veulent nous rejoindre sur Twitter dans le space, pour poser des questions un peu plus tard. N'hésitez pas. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ouais, donc t'inquiète pas du tout, c'est tranquille ici. On va pas t'embêter pour les anglicismes, même il y a quelques personnes qui vont râler. Je vais essayer de faire un maximum la traduction. Et en plus, au Québec, vous utilisez pas mal d'anglais, non? Ou c'est peut-être que dans les grandes villes? Hem, bien, en fait, moi, plutôt à Montréal où, c'est très anglicisé, mais ouais, même moi, vois-tu, je n'habite plus au Québec depuis plusieurs années, donc même vois-tu, même en général, ma pratique du français, carrément, elle m'échappe un peu, sauf, les rares moments où, je discute avec ma famille ou bon, j'ai un pote ici, où j'habite en Asie qui est de Québec aussi, mais c'est plus surtout quand quand on discute Bitcoin, alors là, même, avec, quelques autres potes, que j'ai qui sont français, souvent ça vire carrément à l'anglais parce que bon, voilà, les termes et tout ça. Heu, je te dirais pour nous, c'est carrément plus facile d'être précis et de bien se comprendre. Mais ouais, Ouais, on c'est va faire sûr. un effort. Ouais, mais je comprends ta situation. Moi, pareil, j'ai vécu. Enfin, quand je suis parti de la France, je vis plus en France depuis un moment. Et au début, pareil, je travaillais pas plus avec le français pendant peut-être 2 ans. Et donc, je reparlais français que quand je revenais en France. C'était genre 2 semaines de temps en temps. Et donc, à Mmh. force, ouais, t'oublies un peu toutes les mimiques, les façons de parler qui sont propres au français, quoi. Mais donc voilà, vraiment, t'inquiète pas, y a pas de souci. Euh, donc ça, tu travailles avec Bitcoin Magazine et t'es passé chez Arc Labs. Donc, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer quel est ton rôle chez Arc Labs et qu'est-ce que vous y faites? Ouais, absolument. Bien, en fait, mon rôle, bon, je pourrais décrire de développer un peu l'écosystème, et la communauté autour du protocole. Donc ça implique,
travailler avec travailler sur des collaborations avec d'autres acteurs dans l'industrie et développer un peu ou initier peut-être des intégrations avec le protocole. Bon, évidemment, maintenant, pour l'instant, c'est encore très tôt lorsqu'on discute d'intégration. Donc, c'est plutôt une phase exploratoire où on regarde un peu c'est quoi les use cases pour le protocole et comment on pourrait va, va s'intégrer le tout dans différentes applications, différents services dans l'industrie Bitcoin. Et pour l'instant, je te dirais aussi que c'est plutôt un travail d'éducation. Donc, vraiment euh, un gros de mes efforts dans les derniers mois, surtout, ça a été je dirais, un peu essayer de recadrer la conversation autour de Arc. Et d'ailleurs, peut-être qu'on a l'opportunité de le faire un peu ici aujourd'hui. Parce que, bon, je te dirais, on peut revenir justement au protocole. Effectivement, lorsque le protocole a été introduit, il y a de cela 2 ans maintenant, je crois. C'était en Euh, 2023, non? euh, j'ai envie de dire, ouais, ouais, voilà, 2023, ouais, effectivement, 2025, vraiment, donc 2023, effectivement. Parce que j'ai Donc, vu des. Excuse-moi, j'avais vu des conférences de. ouais, Comment il s'appelle? De Bourak, qui date de ouais, 2023. ouais, exact, ouais, Ouais. c'est bien vrai. Et ouais, ben voilà, lorsque Burak a introduit le protocole en 2023, il y avait un gros focus sur effectivement bon, les paiements. C'était presque présenté comme une alternative ou même carrément un compétiteur presque à Lightning. Et vois-tu, ça a créé un challenge, je te dirais, au niveau de l'explication du protocole. Il y a plusieurs détails d'implémentation qui ont été décidés lorsque Burak a un peu designé le protocole et bon, qui ont comme cadré Arc vers carrément juste simplement les paiements. Euh, et bon, effectivement, comme je disais, on pourra explorer tout ça, mais effectivement, Arc fonctionne bien pour les paiements. Je te dirais que il, il y a quelques nuances à savoir comment exactement on peut faire fonctionner un système de paiement de manière optimale en utilisant Arc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres use cases qui sont possibles grâce à Arc. Et je crois que les derniers mois, pour nous, c'était surtout d'explorer quels sont ces use cases et aussi de voir comment est-ce qu'on peut communiquer Arc de façon à ce que il soit pas comme bon, j'ai pas le terme en français, mais comme pigeonhole, si on veut, right? C'est comme que ce soit pas simplement considéré comme un système de paiement. Ok. Euh, voilà. Ok. Et donc, Arc Lab, ça a été lancé il y a moins longtemps que le projet, c'est quelques mois. Donc, c'est pour ça que vous êtes un peu dans cette phase de découverte aussi du protocole. Ouais, ben effectivement. En fait, les gens avec qui je travaille, et surtout, bon, Marco, Tiero sur Twitter. En fait, c'est des gens qui travaillent sur Liquid pendant très longtemps. C'est euh, le même groupe qui s'est nommé auparavant Vulcan Ventures. Et eux, ils ont créé, en collaboration avec Blockstream et bon, la Fédération Liquid, plusieurs différentes applications au fil des années sur Liquid. Et ce qui fait que ils ont un profil assez unique parce qu'ils ont quand même une expérience, je te dirais, au niveau de développer du software en prod qui, euh, bon, par rapport à toute la conversation au niveau des opcodes et des covenants, peut-être, je ne sais pas si vous en avez parlé dans ces conversations-là que vous avez, mais eux, les gens de Vulpen et Marco, tout ça, eux, ils ont travaillé avec des covenants sur Liquid parce que Liquid, euh, qui est basé sur le code base Elements de blockchain,
rend possible, en fait, a simplement plus d'opcode que la main chain, ce qui Hmm. permet de faire des applications un peu plus développées. Donc voilà, Marco, lui, était un peu dans le cercle de Burak lorsque Arc a été créé. Et je dirais que depuis la création, euh, c'est eux qui ont comme l'idée le développement du protocole, que ce soit simplement de vraiment prendre la version, bon, ce que Burak un peu, le morceau de napkin que Burak avait sorti et en créer une véritable implémentation au niveau du software. Et finalement, ouais, voilà. Bon, peut-être, je crois que c'est juin l'an passé, la compagnie Arc Labs a, a été lancée. Il y avait eu une première attente, une première attente à une compagnie avec Burak, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, Burak, bon, pour l'instant, ne fait plus partie du projet. Mais voilà, Arc Labs a été lancé avec Marco et tout. On, on a raisé, je crois, en pre-seed avec Draper et tout ça. Donc, ouais, on est carrément focus à 100% depuis près de 6 mois maintenant et les projets avancent bien. Donc, si tu veux, ouais, justement, on peut peut-être entrer voir les détails de qu'est-ce que c'est Arc et bon, comment ça fonctionne parce que c'est plutôt difficile à expliquer en très peu de mots, mais je crois qu'on a réussi à faire du progrès au niveau de, si on veut, nos analogies. Donc, j'espère que ça va résonner au niveau de ton audience. Ouais, écoute, on a donc l'audience de crypto, c'est pas très très technique, même si on a quelques forcément personnes qui nous écoutent qui sont assez techniques. Mais on a déjà fait des émissions où justement les premières émissions de cette émission pair à pair, je me suis mis à introduire les concepts de base, donc UTXO, Lightning, etc., plein de choses. Concernant les Covenants, on a aussi reçu Abdel de Starknet, que tu dois connaître sûrement, où on a parlé de Hopcat et de leur projet de roll-up, etc. Donc on a abordé un peu tous les sujets, mais Ouais. peut-être faire des introductions courtes de chaque sujet. Donc en bref, les Covenants, c'est une manière de restreindre un peu plus la manière de dépenser euh, des BTC, donc des UTXO. Donc ça permet de faire plein de choses, potentiellement des roll-ups, et de décupler la scalabilité de Bitcoin, mais c'est aussi plein de risques et de trade-off. Voilà, je sais pas si on va rentrer dans les détails pour l'explication de Arc. Ben, je vais essayer de garder ça plutôt high level si on veut. Donc, moi, de la façon que je communique maintenant, Arc, au-delà du. Bon, je sais que le pitch original, c'était va-tu un layer 2. Et moi, je crois que c'est plus utile de considérer Arc comme une technique, si on veut, un protocole qui permet en fait à différentes entités de collaborer pour faire des transactions on-chain. Et c'est-à-dire que c'est un système qui permet de regrouper un peu des transactions. Ce que j'appelle, bon, en anglais, ce que je réfère à des transaction batching, basically. Ok, Et en gros, parce qu'en gros, si on regarde, bon, le regroupement de transactions, les gens peuvent facilement associer avec le use case, par exemple, des échanges. Des échanges comme un Coinbase euh, qui va processer un peu les demandes de withdrawals des clients. Et au lieu de faire un retrait, au lieu de faire une transaction pour chaque demande de retrait de Bitcoin des clients, vont batcher, donc vont regrouper les transactions en une transaction et avec les transactions, on va avoir différents outputs, right? So, s'il y a 10 clients et là, je simplifie évidemment, mais bon, s'il y a 10 clients qui demandent de retirer leur argent plus ou moins au même moment, ils vont faire une transaction on-chain et il va y avoir 10 outputs différents et ces 10 outputs-là vont être envoyés, vont être effectivement une transaction qui va aller à chacun de ces clients-là. Euh, et Arc permet un peu de faire, bon, fonctionne si on veut sous le même principe, mais c'est qu'en fait, au lieu de mettre ces 10 transactions dans 10 outputs.
on-chain différents, on va carrément mettre les 10 transactions dans le même output. Je sais pas, comment vous appelez ça des outputs en français ou Ouais. je sais pas. Si tu peux dire, Ouais, enfin, on utilise le mot output, donc je pense que la majorité des ok, gens ouais, comprennent, mais sinon parfait. c'est les sorties de transactions, mais c'est pas Ok, très joli à dire, mais on utilise output. ouais. Ok, cool. Ouais, donc carrément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 10 transactions avec 10 destinataires différents dans le même output. Et Ok. on réussit un peu à créer ce genre de transaction-là parce que grâce à quelque chose, bon, en fait, à Taproot, qui est comme une innovation, un software qui a été amené sur le network il y a quelques années maintenant, et qui permet en fait de faire ce genre de, je sais pas, un arbre de transaction, si on veut, un transaction tree, right? Donc, on peut imaginer un genre de Merkle tree qui va se diviser si on garde encore 10 destinataires. Donc, il va avoir comme 10 leaves ou des feuilles, je sais pas. Encore là, Ouais, je, c'est là pour la structure je sais d'un que. arbre de Merkel, donc Ouais, ouais, c'est les exactement. feuilles qui se rejoignent en une branche et les branches en un tronc, en gros. Exactement. Donc, le tronc, dans ce cas-ci, on parle du output et sur chaque feuille, il va y avoir ce qu'on appelle des virtual output, des virtual UTXO. Et chacun de ces virtual UTXO-là vont à leurs bénéficiaires et de la façon si on veut qu'on enforce, qu'on garantit que euh, les les users ont accès à ces bitcoins-là à partir d'un seul output, c'est en créant un système de pre-signed transaction, en gros. Donc, lorsqu'on crée le output sur la chaîne, on inscrit grâce à Taproot un système si on veut, de conditions de dépenses du Merkle Tree, right? Et donc, donc chaque output qui appartient au user sur les feuilles du Miracle Tree ont différentes conditions de dépenses. Et ces conditions de dépenses-là sont inscrites et sont créées en collaboration avec un serveur. Donc, je retourne un peu, Arc, c'est un système de client-server architecture, un peu comme si tu imagines un CoinJoin. Donc, CoinJoin, c'est utilisé pour créer plein d'outputs pour un peu créer, obfusquer la destination des fonds. Et de la même façon, si on veut, Arc utilise un système de clients, de serveurs auxquels plusieurs clients vont se connecter à un seul serveur pour créer des outputs, des batched outputs qui vont permettre donc d'inscrire un grand nombre d'outputs avec différents destinataires dans un seul euh, output on-chain. Donc, évidemment, ce que ça fait, c'est que ça crée un système de compression, si on veut, qui permet qui va permettre de réduire considérablement l'impact et les coûts on-chain pour les utilisateurs. Ok. Donc, il y a six. Donc Ouais, peut-être pour vas-y. donner un exemple, et tu me dis si j'ai bien compris ou pas, c'est par Ouais, exemple, admettons, on est 10 personnes, on va mettre chacun nos transactions de retrait, par exemple, d'une plateforme dans une des feuilles d'un arbre, qui, elle, va être, donc l'arbre qui va être refermé donc, dans sa racine, et ensuite la racine va être mise dans une transaction de Bitcoin grâce à Taproot, et grâce à un système de serveur, ces informations, enfin la racine de Merkel, enfin la racine de l'arbre, je sais pas si c'est celle de Merkel ou une autre forme, peut être lue et donc on va pouvoir savoir quels UTXO, je crois que c'est du coup sur Arc c'est des virtual UTXO, donc VTXO, un truc comme ça. Et donc ils vont ouais. pouvoir lire et donc dire ah, bah ça appartient à telle personne, ça appartient à telle personne. Si je me trompe pas, ou peut-être c'est. Ouais, ouais, non, ben, je crois que tu as bien compris les grandes lignes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette transaction-là qui apparaît on-chain, elle est créée par le serveur, le serveur ARC du protocole. Et ce qui fait que les gens
à qui appartiennent un des Virtual UTXO dans cette transaction-là, donc dans cet arc, dans cet arbre Mercure-là. C'est que chaque feuille est en fait c'est comme un multisig, un peu comme avec Lightning. Donc, il y a une relation avec le serveur où parce que le but, en fait, de tout ça, c'est que, bon, c'est bien beau d'avoir des outputs dans un arbre qui te permettent de créer, bon, une transaction avec plusieurs bénéficiaires avec le coût de seulement un output. Mais vraiment, le secret, c'est de permettre de transférer ces Virtual UTXO-là qui sont sur la feuille à différents destinataires sans avoir à les ramener on-chain. Et pour ce faire, bien en fait, ce qui arrive, c'est que le output, il est contrôlé par le serveur et l'utilisateur. Et donc, si l'utilisateur décide d'envoyer un Virtual UTXO à quelqu'un, disons que je t'envoie à toi, Marius, un paiement carrément par Arc. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire au serveur, bon, je veux payer Marius. Tu peux avoir tu peux avoir mon Virtual UTXO parce que, bon, on contrôle ensemble. Tu peux avoir ce Virtual UTXO-là, mais tu dois me... Et là, là on rentre dans l'autre aspect de Arc, mais euh, c'est carrément un peu tu dois me promettre ou tu dois me prouver que tu vas faire un paiement dans dans une autre transaction où il va créer un autre arbre et dans cette nouvelle transaction-là, il va avoir une feuille dans cet arbre qui va appartenir à Marius, pardon. Euh, donc, la Donc manière ouais, excuse-moi, vas-y. le serveur en fait il s'assure, en fait il vient faire là un peu comme un LSP sur Lightning, donc il va gérer la liquidité, qui va gérer le nœud, mais on va pouvoir se connecter à lui, comme par exemple le nœud de A5 quand on utilise Phoenix. Mais quoi qu'il arrive, pour faire une transaction, lui ne pourra pas dépenser parce que c'est comme tu as dit, c'est une sorte de multisig. Oui, exactement. Ok. Donc, au niveau des conditions de dépense, bon, t'as différentes pour chaque Virtual UTXO qui est sur une feuille, il y a différentes conditions de dépense. Une de ces conditions de dépense-là, c'est la condition collaborative avec le serveur qui te permet de transférer un Virtual UTXO à un autre user. Euh, et c'est le processus que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que il y a un nouveau Virtual UTXO qui va être créé. C'est comme des Bitcoin output, right? Le Bitcoin output est comme consumé pour créer différents outputs on-chain. Ben, à ce moment-là, avec Arc, le Virtual UTXO il est consommé pour créer un nouveau Virtual UTXO qui est dans un nouveau nœud, dans un nouvel arbre. Euh, et donc, cette condition de dépense collaborative avec le serveur. Tu as aussi une autre condition collaborative avec le serveur qui te permet de sortir ton Virtual UTXO de l'arbre. Et donc, carrément, ça te permet de faire un paiement qui va soit l'envoyer à quelqu'un ou l'envoyer à ton on-chain wallet. Donc, il va te permettre de retirer et d'avoir un vrai UTXO si on veut. Et Donc c'est finalement, c'est vraiment le serveur qui s'assure que tous les paiements sont bien faits, qu'il n'y ait pas de pardon, de double dépense, j'ai un peu bégayé, mais de double dépense, et que tous les paiements sont faits correctement et à jour, etc. ouais, ben, en fait, le serveur, ce qui arrive, c'est qu'il ne peut pas vraiment. Bon, il y a quelques nuances encore là. Je crois pas que ça vaut la peine d'aller dans les détails très techniques. Mais en gros, le serveur, lui, il ne contrôle jamais les fonds. Right? Parce que la dernière condition de dépense, c'est le fameux unilateral exit. C'est la condition qui permet à l'utilisateur de sortir ses fonds de cet arbre-là, de cette transaction qui a été créée par le serveur, sans nécessiter la participation du serveur. Et donc, c'est la même façon, c'est un peu le même principe qu'avec Lightning, right? Où tu as des fonds dans un channel avec Lightning et peut-être que la personne de l'autre bord du channel, elle ne répond pas, elle est offline ou quoi que ce soit. À ce moment, tu closes le channel, tu mets une transaction on-chain qui te permet de sortir les fonds de ce channel-là.
Mais Donc, dans tous les cas, donc quoi qu'il arrive, tu peux, enfin, y a besoin de la signature de l'utilisateur dans un délai, dans un certain délai avant lequel le serveur lui pourra force close, donc fermer en forçant si jamais tu réponds pas. non, ben en fait, non, non, le serveur, lui, il ne. Bah, le serveur, lui, il n'est pas en position de force close vraiment parce que c'est pas vrai, c'est pas nécessairement c'est pas son argent, right? Et donc il veut pas sortir. Lui, en fait, c'est un peu plus compliqué, mais bon, disons que c'est l'utilisateur, right, qui a le bénéfice, c'est que pour l'utilisateur, ses fonds ne sont jamais compromis par rapport au serveur. Soit le serveur, il est simplement là pour carrément co-sign des transactions et permettre une utilisation, si on veut, optimistique, collaborative du protocole. Et en permettant cette utilisation optimistique du protocole, ben à ce moment-là, c'est là que tu as les bénéfices du scaling parce que tu es capable carrément de transférer des virtual UTXO d'arbre en arbre, si on veut, sans jamais, euh, sans jamais avoir à utiliser à payer pour une on-chain transaction. Ok, Évidemment, quand je dis arbre en arbre, ben, ça implique qu'il y a plusieurs on-chain transactions qui sont créées parce que pour chaque arbre Merkle, avec ces virtual UTXO-là sur les feuilles, il y a une on-chain transaction qui correspond à chaque arbre. Mais pour chaque on-chain transaction, vois-tu le coût de cette on-chain transaction-là, elle est carrément divisée entre tous les participants qui ont une feuille sur cet arbre-là. ok. Donc si on veut comparer avec Lightning, sur Lightning, il y a en gros trois façons de fermer un canal. Il y a celui à l'amiable où les deux personnes signent de chaque côté. Le deuxième, c'est si quelqu'un répond plus et que, enfin c'est le deuxième, c'est je propose une fermeture et si elle répond plus, bah au bout d'un moment, ça se ferme tout seul. Et le troisième, bah, en fait, y a pas forcément de troisième sur Lightning, si je me trompe pas. C'est un peu les deux seules Bah, en manières. fait, ouais, non, un peu de la même façon, tu peux carrément, parce que c'est la même chose en fait. Donc, tu vas collaborer sur Lightning pour faire des paiements dans le channel Hmm. où les deux co-signent. Tu peux collaborer aussi pour fermer le channel Ok, si les deux parties veulent récupérer leurs fonds on-chain. Et tu peux aussi, bon, chaque partie, dans ce cas-là, peut littéralement reprendre leurs fonds en mettant une transaction on-chain qui va fermer le channel. C'est un force closure, si on veut, là. Euh, ok. donc, avec Arc, c'est un peu différent parce que t'as pas cette idée-là de deux parties qui contribuent chacun de leur côté des fonds on-chain. Donc c'est soit en fait le serveur il t'assiste pour signer ta transaction, donc il co-signe avec toi. Soit il est Ouais. pas là ou enfin peut pas faire grand chose, mais s'il est pas là ou s'il ferme ou s'il est détruit, bah toi t'as quand même la possibilité de recevoir on-chain tes fonds. Ouais, Ou exactement. ok. Exactement. Donc les principes, si on veut, de sécurité, de garantie de sécurité sont les mêmes, sont plus ou moins les mêmes que Lightning. Sauf qu'il y a pas Donc, de enfin il y a pas de limite de canaux. C'est directement ouais, ben voilà, t'as pas ce principe-là de liquidité avec Lightning qui nécessite, bon, le inbound, le outbound, quoi, dépendamment de hmm. l'usage euh, que tu fais. Parce que c'est pas. Voilà, on parle d'un système où tu n'as pas un réseau de différents serveurs comme avec Lightning, right? Où c'est pas un liquidity network comme Lightning où les paiements vont passer de plusieurs nœuds à plusieurs nœuds jusqu'à temps qu'ils se rendent à une destination. C'est simplement un serveur au centre, c'est comme les LSP. C'est comme si tout le monde un peu utilisait le même LSP sur Lightning. Bon. Donc, mais avec un différent système de transactions. Parce que, ouais, si on veut, le secret de Arc et le breakthrough, c'était ce système-là qui permet, comme j'expliquais, de transférer un virtual UTXO à quelqu'un d'autre avec la garantie que lorsque je
consomme mon virtual UTXO dans l'arbre où il est, et que je le rends carrément au serveur, que le serveur, lui, va créer un nouveau virtual UTXO pour le destinataire, la personne à qui j'envoie un paiement. Et évidemment, tout ça doit se faire de façon atomique pour que il n'y ait pas il y ait pas de trust, right? Que t'as pas de fille au serveur qui te promette qu'il va créer un nouveau virtual UTXO. Et donc, c'est le gros breakthrough de Arc, c'est cette idée-là de connector output. Ok. C'est cette idée-là où euh, ce qui va arriver, c'est que le serveur, dans la transaction, dans la nouvelle transaction où il va créer un virtual UTXO pour toi, si on veut, si je t'envoie un paiement, il va aussi ajouter un. Donc, tu as la transaction avec le UTXO qui contient l'arbre Merkle avec tous les autres virtual UTXO dans les feuilles. Et tu vas avoir aussi un autre output qu'on appelle le connector output. Et ce output-là, c'est un peu il y a aucun bitcoin. Bon, il y a une quantité, c'est un dust, c'est un dust output si on veut. Donc, une quantité minime de bitcoin, simplement la quantité nécessaire pour créer un output. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet output-là comme condition pour la transaction où moi je rends le virtual UTXO au serveur. On va faire ça en utilisant ce output-là comme un input à la transaction où je rends mon virtual UTXO au serveur. Donc, ça crée un système atomique où si la transaction où je t'envoie un paiement à toi n'est pas confirmée on-chain et que le connector output n'existe pas, ben à ce moment-là, le paiement où moi je paie carrément le serveur pour effectuer ce transfert-là n'est pas valide, right? Parce que la transaction où je rends mon argent au serveur, où je paie le serveur, elle nécessite carrément que le output qui doit être confirmé on-chain soit utilisé comme un input à cette transaction-là. Donc, le paiement donc le serveur peut jamais prendre mon argent, sans qu'il ait carrément créé un nouveau paiement pour toi. Donc, c'est un système un peu, lorsque tu regardes, bon, à première vue, ça peut être un peu difficile à comprendre, mais si tu t'assieds un peu, je crois que c'est quand même assez intuitif et c'est carrément, ben, fallait y penser, mais c'est le gros breakthrough de Arc et c'est ce qui permet de créer ces paiements atomiques-là qui fait que les transferts de Virtual UTXO sont trustless et qui permet un peu d'obtenir ce scale-là où tu peux avoir 1000 Virtual UTXO, tu peux avoir 1000 Virtual UTXO sur, sur le même arbre, donc 1000 feuilles sur l'arbre Merkle dans un seul output on-chain et tu peux envoyer ces virtual UTXO-là ou faire des paiements euh, en créant simplement différents arbres avec des feuilles correspondantes. Ok. Et donc ça veut dire si enfin si le serveur, je sais pas, est détruit ou enfin ne répond plus, techniquement les fonds ne sont plus disponibles. Non, si le serveur ne répond plus, c'est la Ah même oui, non, chose tu parce que reçois en chain, ouais. ouais, ouais, c'est des pre-sign, c'est des transactions qui sont pré-signées, right? Ok. Donc, quand Oui. tu crées, la façon dont j'en reviens à un peu ce que je disais au début, c'est carrément un covenant, mais on n'a pas de covenant opcode. Donc, ce qu'on fait, c'est on réplique, si on veut, un covenant. Et de la façon que ça fonctionne, c'est que lorsque le serveur il crée cet output-là avec l'arbre Merkle et les feuilles avec les virtual UTXO, chaque participant qui possède un virtual UTXO dans cet arbre Merkle spécifique-là va collaborer avec le serveur pour co-signer carrément cette transaction-là. Donc, le serveur va dire, donc le serveur va dire, OK, qui veut envoyer un paiement avec son virtual UTXO? Bon, tu as 10 personnes, par exemple, qui vont dire, moi, je veux envoyer un paiement dans cette prochaine, ce qu'on appelle cette prochaine batch-là.
Et donc, eux, ils communiquent avec il y a comme un système de messages, right, où eux, ils communiquent, bon, quel virtual UTXO ils veulent envoyer. Le serveur prend toutes ces virtual UTXO-là, euh, crée une transaction qui envoie ces virtual UTXO-là à leur destinataire, renvoie la transaction. euh, c'est comme un PSBT, right? Donc, renvoie cette transaction-là aux utilisateurs qui ont demandé de faire un paiement. Les utilisateurs vont regarder la transaction, vont regarder l'arbre Merkel et vont s'assurer que bon, cette transaction-là correspond bel et bien à la demande de paiement qu'ils ont fait. Et si c'est le cas, ils vont signer la transaction, ils vont renvoyer la transaction au serveur. Et là, à ce moment-là, le serveur va pouvoir mettre cette transaction-là on-chain. Et Ok. lorsque les utilisateurs ils signent cette transaction-là, ben, ils signent tous les conditions, les différentes conditions de paiement, right? Donc, ils Hmm. signent l'option de collaborative, ils signent l'option aussi unilatérale. Donc, du moment où ils ont signé ça, ils ont une transaction qui n'est pas on-chain, right? C'est comme un peu Lightning. Ils ont une transaction qui n'est pas on-chain. Ils ont une transaction off-chain qui est pré-signée. Et s'ils veulent, si le serveur disparaît, ils peuvent mettre cette transaction-là on-chain et ça va leur donner accès à leur fonds. Ok. Ok, ça fait sens. Et donc dans l'audience, si jamais vous avez des questions ou si c'est pas très clair, n'hésitez pas à demander. Il y a déjà quelques questions, mais je pense qu'elles vont venir un peu plus tard dans le. Probablement pas très. Je sais pas si c'est bien clair, mais bon, j'espère. Pour moi, Mais c'était clair, mais ça ouais, dépend ça dépend des. Je ouais, pense les personnes qui sont pas très techniques, ça peut être un peu complexe, mais dans l'idée, ouais. c'est assez clair. En tout cas, pour moi, ça, je comprends pas mal. Et Cool. j'ai une question, donc qui maintiendrait un serveur comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment une incentive économique à le faire? Est-ce qu'ils prennent un frais au passage quand la transaction passe? Enfin, quel serait le modèle économique pour Ouais, ça? ben exactement. C'est un modèle de frais de transaction lors des transferts. Donc, c'est le même modèle économique, je te dirais, qu'un LSP sur Lightning ou un. Bon, pour ceux qui sont plus familiers peut-être avec d'autres écosystèmes, les opérateurs de roll-up sur Ethereum et tout ça. Euh, et même encore là, la même chose pour un serveur de CoinJoin, right? Donc, c'est simplement une question de charger des frais euh, pour chaque transfert. Et bon, ces frais-là, c'est un peu difficile de dire exactement à quoi ils peuvent correspondre, mais évidemment que on parle d'une fraction. Généralement, on s'imagine qu'on va parler d'une infime fraction de ce que une transaction on-chain pourrait coûter. Ouais, ça dépend, j'imagine, du mainteneur du serveur. Est-ce que c'est facile à maintenir? Est-ce que ça peut être comme un nœud Lightning ou qu'on pourrait tout faire tourner soi-même, Euh, par exemple? ouais, ben c'est beaucoup plus facile qu'un nœud. Je te dirais, c'est probablement beaucoup plus facile qu'un nœud Lightning. Parce que, encore là, comme je disais, il y a pas de ce système de networking là que Lightning a. La grosse complexité de Lightning, c'est que c'est un network. Et donc, t'as carrément différent. C'est comme Lightning, quand on dit. Vois-tu, quand les gens disaient, bon, Bitcoin, c'est le Internet of Money, c'est vraiment Lightning qui est le Internet of Money. C'est Hmm. Lightning qui crée ce réseau-là de communication. Tu as du message passing, tu as différents systèmes qui opèrent pour permettre les paiements Lightning, mais c'est ce qui introduit cette grande complexité. Tandis que Arc, non, c'est carrément un serveur que oui, théoriquement, n'importe qui euh, pourrait opérer. Et c'est de la manière un peu dont on l'imagine. Donc, il va nécessairement y avoir dans le futur différents serveurs et je te dirais même différents. C'est différents systèmes. Moi, de la manière que je le vois, c'est qu'il y a carrément des différents layer 2 peut-être qui vont se créer, qui vont utiliser, moi je te dirais, qui vont utiliser la technologie de Arc pour batcher les transactions, mais qui vont avoir différents designs qui vont leur permettre peut-être de faire différents trucs un peu. Parce que, vois-tu, je te donne un exemple.
peut-être un peu plus concret justement avec euh, ce qu'on est en train de développer, qui va être notre premier produit qu'on appelle le Arc Node. Et le but de la Arc Node et le serveur qui va être l'Arc serveur qui va être associé à la Arc Node, en gros, c'est de permettre euh, aux opérateurs de nœuds Lightning de faire euh, du rebalancing de leurs canaux. Et donc, évidemment, on sait que c'est quand même bon, peut-être pas en ce moment parce que bon, les transactions euh, les frais sont très peu élevés sur la chaîne en ce moment, mais on sait que maintenir des canaux sur Lightning dans des conditions où les frais de transaction sur Bitcoin sont dispendieuses, ça peut même être catastrophique parce que si tu fais pas attention à ce que tu fais, bon, tu vas avoir des force closure, ça va te coûter euh, une grosse quantité de tes fonds peut-être dans les canaux. Et même si tu veux rajouter des fonds, que ce soit inbound ou outbound dans les canaux Lightning que tu as. Ben bon, il y a différentes techniques qui ont été créées au fil des années, mais en gros, ça revient un peu toujours à, bon, quelqu'un doit mettre une transaction on-chain pour ajouter de la liquidité, right? Hmm. Um, Oui, il y a toujours et quelqu'un qui doit avoir un canal de l'autre côté pour alimenter ton canal. Ouais, ben voilà, effectivement, mais comment est-ce que tu paies cette personne-là pour qu'il t'envoie de la liquidité? Tu vois, il y a comme toujours, et nécessairement, éventuellement, il y a quelqu'un quelque part qui doit mettre une transaction on-chain pour rajouter de la liquidité dans le réseau Lightning, right? Hmm. Um, et bon, une des techniques qui a été, qui est très populaire dans, je te dirais, la dernière année, c'est le système un peu avec Bolts et Aqua et Liquid. Ouais. Euh, et c'est cette idée que au lieu de faire du rebalancing directement on-chain sur Bitcoin, les gens vont garder des Bitcoins dans la fédération Liquid et vont faire un paiement à Bolt, qui est euh, cette compagnie qui a cette infrastructure. Eux, Bolt, ce qu'ils ont, c'est un gros nœud Lightning avec énormément de liquidité et ils acceptent des paiements sur Liquid et en échange de ces paiements-là sur Liquid, ils te permettent de donner de la liquidité dans tes canaux. Et ces paiements-là sur Liquid, c'est des atomic transactions encore là, donc t'as pas à leur faire confiance qu'ils vont te donner la liquidité si tu les paies. Bon, c'est ça. Le système de paiement atomique, j'ai l'impression que ça, tu comprends ou tu comprends rien, mais Si, bon, je tout ça, comprends un peu. tu comprends les systèmes de paiement atomique Ouais, ou en pas gros, vraiment? il y a Ah en ouais. fait, c'est un acteur centralisé, plus ou moins centralisé, qui reçoit d'un côté et envoie de l'autre côté de manière Ouais, ouais, instantanée, ouais. en fait. Ouais, ben voilà, mais c'est plus qu'instantané, right? C'est que l'acteur, la compagnie, dans ce cas-ci, Boss, ne prend jamais comme custody du paiement. Donc, Ouais, soit le paiement, soit le transfert, soit le paiement pour la liquidité fonctionne et tu obtiens ta liquidité, ou soit ça fail et tu attends encore ton argent. Mais il n'y a comme pas un entre-deux où Bolt peut avoir ton argent et tu n'as pas ta liquidité. Donc, ouais, c'est l'idée des paiements atomiques, right? ouais. Euh, donc, eux, ils font ça sur Liquid. Et ça fonctionne bien. Vois-tu, il y a plusieurs pièces d'infrastructure dans la dernière année qui s'est créée autour de ce système-là parce que ça permet de créer même des Lightning Wallets qui sont un peu moins dispendieuses au niveau du management des canaux et tout ça. Et bon, nous, avec le Arcnode, on approche un peu le principe de la même façon. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut permettre aux gens d'avoir des bitcoins dans des virtual UTXO, donc avoir des bitcoins dans un arbre qui a été créé par un serveur Arc. Et à ce moment-là, on collabore aussi avec Boltz, même de la même façon. Et Boltz, eux,
reçoivent des paiements sur Arc et permettent de rebalancer, si on veut, la liquidité pour les opérateurs de nœuds sur Liquid, sur Lightning. Donc, c'est la même chose, sauf que tu n'as pas à faire confiance à la fédération Liquid pour tes bitcoins. Right? Hmm. Si tu utilises Liquid, évidemment, c'est pas si mal comme trade-off, dépendamment de combien d'argent tu as, mais tu as toujours le risque que, vois-tu, la fédération, les membres de la fédération soient compromis et que, bon, tu perds tes bitcoins. Mais avec Arc, avec Arc, tu élimines ce risque-là et ce que ça fait que tu as comme toujours un peu des UTXO, tu as toujours des bitcoins qui sont, si on veut, off-chain avec Arc et qui te permettent de faire des paiements pour avoir de la liquidité sur ton nœud Lightning. Et on pense que c'est un use case qui va vraiment être, je te dirais, je crois que de la même façon que cette idée-là euh, vois-tu, De Liquid. ta brief, ouais, ben, exactement, la même façon que cette idée-là de Liquid a comme créé un écosystème de wallets qui ont adopté un peu ce principe-là avec Aqua et Hmm. t'as Breeze aussi avec le système Nodeless qu'ils appellent, qui supportent maintenant cette infrastructure-là. Je crois que ce qu'on fait avec le Arc Node et avec le système de Arc, ça va créer un autre écosystème qui, d'après moi, va être encore plus important et probablement encore plus gros parce que justement, tu n'as pas à faire confiance à Liquid. Et moi, bon, je connais plusieurs acteurs qui font partie même directement de la Liquid Federation. Donc, vois-tu, j'aurais pas trop de difficulté à leur faire confiance avec une certaine quantité de fonds, mais ça reste que, bon, les Bitcoiners, ils sont plutôt appréhensifs à cette idée. Donc, si tu leur présentes un système euh, qui ne leur requiert pas de faire ce trade-off-là de trust, ben à ce moment-là, je crois que c'est plutôt prometteur au niveau de l'adoption du système. Ouais, Et, je suis d'accord sur ça. et Vas-y. pour en revenir rapidement à ce que je disais, c'est que le serveur Arc qui va être dédié à ce use case-là, si on veut, de création euh, en fait, au Arc Node, spécifiquement au Arc Node qui est comme ce système qui s'attache à un nœud Lightning. Le serveur, il va être spécifique à ce use case-là. Donc, il va avoir quelques fonctionnalités, quelques paramètres, si on veut, qui, qui, qui ne fonctionneront pas nécessairement avec un use case différent. Certainement, probablement pas. Si tu veux créer un système de paiement qui est seulement sur Arc, donc qui ne touche pas à Lightning, ben, à ce moment-là, tu vas devoir créer un serveur Arc qui a un différent profil de paramètres, si on veut. Mais tout ça, c'est pour dire que, pour illustrer l'idée on envisionne dans le futur euh, plusieurs différents serveurs Arc qui vont servir différents use cases. Et voilà, bon, le paiement, c'en est un, mais vois-tu, nous, de notre côté, on est plus excité on est plus excité par, je dirais, différents use cases qui sont au niveau de la programmabilité, peut-être même de Bitcoin. Et on est en train d'explorer des choses qui permettraient de faire beaucoup plus que les paiements. Mais bon, les détails sont un peu pas très clairs, même de notre côté encore. Donc, ça serait plutôt difficile de communiquer ça à l'audience. Mais ouais, je crois que ça donne une bonne idée. Et bon, si vous voulez, je peux essayer de répondre aux questions si ça peut éclaircir. Ouais, justement, il y avait une question de Xavus qui demandait si Arc se limitait que au paiement ou si ça pouvait aller un peu plus loin et comparait notamment à des systèmes comme RGB ou d'autres L2 qui sont en développement, où tu mentionnais Liquid, qui n'est pas vraiment un L2, qui est plus une sidechain. Mais ouais, si tu peux donner des petits cas d'utilisation, ce que vous Ouais. imaginez, même si c'est encore au stade embryonnaire maintenant. Ben, c'est sûr que
vois-tu, justement, quand tu mentionnes RGB, ce qui est intéressant, c'est que il est possible probablement avec Arc de supporter ce qu'on appelle les métaprotocoles, right? Donc, c'est ce genre de trucs comme RGB, ce genre comme les runes, euh, comme auparavant, tu avais t'avais Omni et t'avais comme Counterparty. Bon, en gros, c'est carrément juste simplement des systèmes qui permettent d'inscrire de la donnée sur la chain dans des outputs et qui ont leur propre système, si on veut, de nœuds qui vont analyser le data qui est inscrit dans la chain et qui vont dériver un genre de métaconsensus par rapport à, par exemple, des différents assets qui sont comme créés dans ce métaprotocole-là. C'est l'idée de RGB, c'est l'idée de Runes. Et bon, nous, de notre côté, on n'a pas vraiment de biais par rapport à ce use case-là, mais je crois que c'est inévitable ça semble inévitable que les gens aient un intérêt par rapport à ce genre de truc-là. Et la beauté de Arc, c'est que ça te permet un peu euh, d'amener ce genre de use case-là off-chain. Donc, tu peux commencer à inscrire de la data euh, dans des output ARC, mais qui n'apparaîtront pas directement on-chain. Et donc, bon, pour ceux qui n'aiment pas ce genre de protocole-là, ben, c'est du positif parce que ça va permettre de libérer un peu la chain de ce genre d'activité. Mais ça reste que même si la data n'est pas directement on-chain, la data, elle est quand même valide. Et donc, ça devient super intéressant parce que, bon, ceux qui, par exemple, si on prend un use case, que ce soit un asset RGB ou que ce soit un asset Runes, par exemple, bon, ben, tu peux imaginer être en mesure de construire avec un serveur Arc, un système qui te permettrait peut-être d'échanger ces différents assets-là off-chain et éventuellement de settler, de, de valider sur tous ces paiements-là on-chain. Donc, il y a une possibilité nous, ce qu'on explore, c'est peut-être une possibilité de construire un système si on veut, de decentralized exchange avec des assets. Si, par exemple, il y a un, un stablecoin, même s'il y a Tether qui utilise, bon, Tether auparavant utilisait Omni, qui est un métaprotocole sur Bitcoin. Euh, et s'il y a une possibilité d'amener ce genre de ramener par exemple des stablecoins sur un métaprotocole, ben à ce moment-là, tu pourrais pas probablement utiliser Arc pour créer un système où tu pourrais swapper, tu pourrais échanger ton Bitcoin pour un Tether, un stablecoin si tu veux, sans avoir à faire confiance à l'exchange, right? Donc, t'as des systèmes qui peut-être peuvent commencer à ressembler un peu à ce que tu vois sur Ethereum, mais certainement sans avoir un profil de sécurité quand même, je dirais, assez différent, plus conscrit et bon, généralement plus sécuritaire. Ok. Parce que dans la structure, ça marche plus ou moins comme RGB, non? Ça utilise Taproot et des arbres de Merkle pour compresser de la data et c'est le même esprit. Ouais, ben, il y a c'est sûr que oui, effectivement, dès que tu commences à utiliser Taproot, ben voilà, t'as des arbres de Merkel et donc je te dis que c'est un peu. C'est là que ça s'arrête, si on veut, au niveau des ressemblances. C'est que les Ok. deux utilisent Taproot. C'est les deux utilisent Taproot. Ouais, Yeah. c'est dans la manière de se lier au L1, quoi. Oui, effectivement. Ben, c'est ça. C'est le gros bénéfice de Taproot. C'est que ça nous permet de spécifier, comme je disais, des conditions de dépense ou si on veut, de cacher des éléments off-chain dans Taproot. C'est comme l'arbre de Merkel. Tu vois, tu peux le regarder comme un système de compression où tu peux rajouter différents éléments, différentes conditions, euh, inscrire de la data. Et tant et aussi longtemps que tu n'as pas besoin de cette data-là on-chain, bah, elle reste dans l'arbre. Mais si tu as besoin d'actionner, si on
pas d'actionner, mais si tu as besoin de faire l'utilisation de cette data-là ou de cette condition de dépense-là, ben à ce moment-là, elle existe et tu peux à ce moment-là la ramener on-chain comme si on veut une preuve que bon, ces fonds-là, ces fonds-là t'appartiennent ou quoi que ce soit. Ok. Et on a deux questions dans le chat de prof du stream. Un qui concerne le CISA, donc Cross Input Signature Aggregation, que j'ai entendu parler une fois, mais je ne connais pas bien. Et il demande si ça rendrait pas euh, Arc obsolète, ou enfin, en tout cas, il demande s'il y aurait encore un intérêt si on avait ça implémenté sur Bitcoin via un soft fork. Ouais, ben non, en fait, c'est très différent parce que bon, c'est dans le nom. Le CISA, ça implique les inputs. Donc, CISA, en gros, ce que ça fait, c'est que ça te permet de créer une transaction où tu vas avoir plusieurs inputs et en fait, d'avoir une seule signature. Parce que si tu pourrais avoir tu pourrais avoir un système où, par exemple, les CoinJoin. CoinJoin, c'est un bon exemple parce que tu as plusieurs personnes, tu as, ce système-là avec le serveur qui va créer une transaction et qui va prendre, tout le monde va enregistrer leur input, right, avec CoinJoin pour qu'il y ait une transaction qui soit créée avec un équivalent de output et tout ça est un peu, si on veut, bon, c'est pas mixé, mais bon, c'est comme. Mais lorsque tous ces gens-là contribuent leur input à un coin join, ben, chaque input contient une signature et chaque signature euh, ben, se traduit, si on veut, en des ressources. Je ne sais pas exactement, je ne me rappelle pas exactement c'est combien de bytes, mais bon, évidemment, l'idée, c'est que chaque signature rajoute un coût à la transaction parce que elle correspond directement à des ressources. Euh, Ce que si ça propose de faire, c'est que tu pourrais comme regrouper toutes ces signatures-là et créer un peu une seule signature, créer une seule signature pour un nombre, si on veut, je ne sais pas si c'est illimité, mais pour un grand nombre de inputs. Tandis que pour Arc, c'est les outputs, right? Arc, ce qu'on veut faire, c'est créer un output avec, ben, en fait, c'est regrouper plusieurs outputs dans un output. Euh, Donc, c'est comme un peu l'envers de la médaille. Donc, il y a probablement des synergies intéressantes parce que je pourrais carrément imaginer. Parce que, bon, l'idée d'une transaction ARC, c'est un input. Le input, c'est le input qui est contribué par le serveur qui crée la transaction et un output. Et dans cet output-là, tu as l'arbre Merkle et tu as les feuilles et tu as les virtual UTXO, right? Mais tu pourrais imaginer dans un futur éloigné où tu as un système hyper optimisé de Bitcoin où à ce moment-là, tu as carrément que des ARC serveurs qui mettent des transactions on-chain et qui contribuent chacun leur input. Et tu pourrais faire un genre de. Tu pourrais comme créer une méga transaction avec chaque input et chaque input de ces Arc serveurs-là et faire une genre de méga transaction avec CISA. Euh, c'est quelque chose, en fait, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est quelque chose que Rusty Russell, qui est développeur de blockchain, développeur Lightning, avait comme envisionné, où, dans le fond, un système hyper optimisé où, dans le futur, pour un bloc Bitcoin, t'as une seule transaction. Et dans cette transaction-là, tu as tous les inputs, tu as tous les outputs de chaque paiement, mais ils sont comme regroupés dans une seule transaction. Je crois que c'est peu possible qu'on en vienne à ce système-là d'hyper-optimisation, mais c'est intéressant un peu de concevoir, je crois, cette idée-là. Ouais, je connais pas du tout, donc mais ça a l'air très complexe, mais en même temps intéressant. Faut que je mette ça de côté pour approfondir.
Et on a une deuxième question donc, de prof du stream. D'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas, même à venir prendre la parole dans le space pour la poser de vive voix. Il posait une question par rapport à la privacy, donc l'impact que ça peut avoir, et notamment si Arc peut être utilisé pour la réalisation de CoinJoin, et quel impact ça pourrait avoir on-chain. Ouais, mais je te dirais, le design original de Arc venait avec cette idée qu'effectivement, il y aurait moyen d'utiliser un système similaire à Wabi Sabi pour un peu, Wabi Sabi qui est un peu l'architecture derrière Wasabi. Euh, je sais pas si Wasabi, ouais, je crois que Wasabi ça fonctionne encore. Mais bon, tout ça pour dire que il y avait cette idée que tu pourrais utiliser le même genre d'architecture pour, euh, comment dire, blinder un peu pour que bon, t'as encore t'as encore le serveur, mais dans une architecture normale, le serveur est capable d'associer chaque euh, virtual UTXO à chaque utilisateur, right, si on veut. Euh, donc, tout est ouvert. Donc, il y a pas de privacy à ce niveau-là. Mais il y aurait moyen d'avoir le même système, si on veut, que Wasabi. Et ce qui permettrait effectivement de créer un CoinJoin. C'est pas quelque chose sur lequel on travaille, nous, de notre côté. Mais et bon, j'en parle pas nécessairement toujours très ouvertement, évidemment, vu les conséquences légales de cela. Mais je te dirais que si quelqu'un, bon, au fil et à mesure que la technologie de Arc va évoluer, que le protocole va devenir un peu plus mainstream et que les bases d'implémentation vont être disponibles à tout, moi, je serais pas du tout surpris qu'effectivement quelqu'un euh, commence à utiliser des Arc serveurs pour la privacy parce que honnêtement, ça règle beaucoup de problèmes au système de CoinJoin actuel et ça crée quelque chose qui est beaucoup plus, si on veut, scalable à long terme. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce que les gens vont, comment les gens vont approcher tout ça. Mais bon, tout ça pour dire que nous, entre du moins pour notre implémentation, nos Arc serveurs en ce moment, on ne regarde pas au niveau de la privacy. Mais je dirais que tu as quand même des bénéfices passifs, si on veut, au niveau de la privacy, c'est-à-dire que euh, un observateur externe qui n'est pas le serveur en tant que tel euh, ne sera pas capable d'identifier des transactions qui sont faites off-chain entre des users de Arc. Parce que tout ce qu'ils vont voir on-chain, c'est un output avec un input, right? Donc, c'est certain qu'au niveau des systèmes d'analyse comme Chain Analysis, bon, ben ça va carrément briser leur algorithme, mais ça reste que tu as toujours le hack serveur qui, bon, si jamais le gouvernement décide qu'il veut savoir, qu'il veut avoir des informations sur le flot de transactions qui sont créées à partir d'un hack serveur, ben le serveur, lui, a les logs de ces transactions-là. Mais comme je te disais, ça quand même empêche le fait que moi, bon, tu vois, Marius, tu m'envoies une adresse et comme tout le monde est capable de le faire aujourd'hui on-chain et je vais voir ton adresse sur un Explorer et peut-être que je suis capable de dériver un peu d'informations, right? Parce que, bon, la on-chain privacy, c'est carrément la pire. Donc, c'est pas difficile de faire mieux à ce niveau-là, mais c'est pas non plus un système perfect, parfait de privacy, ça c'est sûr. Donc on-chain, on verrait que bah, au final une transaction taproot, mais par contre Ouais, du côté du serveur, lui, il aurait accès à toutes les informations. Et exactement. est-ce qu'il y aurait un moyen de par défaut faire que le serveur est private, ou par exemple pour avoir des serveurs qui sont eux private et d'autres qui ne le sont pas, ou je sais pas qui pourrait utiliser par exemple des ZK-proof ou un autre système de d'encryption que lui-même ne pourrait pas lire. Ouais, ben c'est un peu la même chose. C'est ce système-là de Wabi-Sabi Ok. d'encryption qui fait que
qui fait que c'est un peu un système c'est un peu un système de show me and mint, comme eCash un peu, Wabi Sabi, right? Hmm. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que au lieu de, lorsqu'on en vient, bon, dans ce genre d'architecture-là, lorsque tu en viens à faire un paiement, euh, tu ne déclares pas ton virtual UTXO au serveur. Ce que tu ferais, c'est que lorsque tu enregistres bon, à la base, lorsque tu enregistres ton virtual UTXO, c'est comme si tu l'échangeais avec un token qui représente une claim sur un virtual UTXO qui est associé à ce serveur-là. Et lorsque tu veux faire un paiement, tu vas, tu vas utiliser ce token-là pour initier le paiement. Mais ce token-là, il est comme blindé, donc il n'est pas associé directement à un virtual UTXO, ce qui te permet d'initier des transferts sans que le serveur soit capable de savoir euh, quelle adresse est associée à quel virtual UTXO. Donc, Wasabi, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais avec des UTXO. Tu pourrais carrément faire le même système parce que c'est un peu ça la leçon, si on veut, qu'il faut retirer aussi de Arc, c'est que Arc, c'est un système de virtual UTXO. Et quand on dit virtual UTXO, c'est vraiment la même chose que des UTXO on-chain. Donc, tout ce que tu peux faire avec des UTXO on-chain, que ce soit au niveau de l'utilisation du Bitcoin script ou quoi que ce soit, tu es capable de faire la même chose avec les virtual UTXO. Donc, effectivement, tu peux carrément installer un genre un système Wasabi euh, avec un serveur Arc. Il y a des considérations à faire au niveau de l'architecture de tout ça. C'est pas exactement one for one. Mais ouais, ça fonctionnera un peu de la même façon. Ok. Et une autre question, où sont stockées les métadonnées qui sont liées au VTXO? Bien, en fait, bon, le serveur, lui, ben, c'est un peu un système client-side, si on veut. Donc, les métadonnées, c'est-à-dire que l'utilisateur, lui, va garder euh, les transactions tous ces pre-signed transactions-là dont je t'expliquais. Parce que quand tu un virtual UTXO, ça, c'est associé à des transactions pré-signées, comme un peu avec Lightning, right? Tu as ta propre database avec tes propres HTLC, si on veut, et il faut que tu gardes ces données-là pour être capable de reproduire tes channels ou quoi que ce soit, ou d'avoir tes backups, si on veut. Donc, chaque utilisateur a un peu ses propres backups par rapport à la métadonnée, qui sont propres à leur virtual UTXO. Et sinon, ben, le serveur, lui, a sa base de données par rapport au virtual UTXO et ses transactions lui-même qu'il conserve. Donc, c'est pas. Bon, je sais pas de où venait cette question-là, mais c'est pas comme les systèmes de roll-up où eux, ils doivent inscrire la métadonnée sur la chain Bitcoin pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Hmm. Donc, c'est simplement chaque utilisateur carrément incluant le serveur, préserve la métadonnée qui est pertinente à eux-mêmes. Et est-ce qu'on a une idée de quelle taille ça peut faire pour un C'est très utilisateur lambda? petit. Ok. Bah, au niveau de la métadonnée, c'est très petit, donc ça fit. C'est un système, bah, c'est négligible par rapport à si on compare à Lightning, si on veut, là. Ok. Euh, peut-être un peu moins pour le serveur, mais certainement, ouais, c'est négligible. Ok. Donc, ouais, de toute façon, ça n'a pas l'air d'être très énorme. Donc, si tu dis que c'est moins que Lightning, c'est Oui, ok, oui, quoi. parce que Lightning, il faut que tu conserves tout le state un peu, si on veut, tout Hmm. l'historique, right? Pour empêcher que ton counterparty ou bon, publie un vieux state ou quoi que ce soit. Tandis que avec t'as pas avec Arc, t'as pas besoin de conserver comme un peu si on veut.
tout l'historique. Tu as seulement besoin de conserver euh, ton dernier state, c'est-à-dire ton. C'est comme, c'est comme un peu du coin control avec tes UTXO, si on veut, dans Bitcoin. Euh, Même si les gens sont familiers avec des systèmes de multisig pour leur propre wallet, t'as des trucs comme les descriptors et des trucs comme ça. Ça, c'est de la metadata qu'il faut que tu conserves toi-même, right? Pour être capable de recréer ta wallet si tu veux ou quoi que ce soit. C'est un peu le même principe. Ok. Et pour peut-être pour conclure, j'ai une dernière question. Je pense que ça va reprendre un peu ce qu'on disait, mais donc si je comprends bien, pour un utilisateur, l'expérience utilisateur, ça va juste être une application qui va stocker donc cette métadonnée. Et lui, il va pouvoir payer via des atomic swaps sur Lightning, sur Liquid ou peu importe. Mais il aura surtout, enfin son adresse, ce sera à la manière de Liquid et de Bitcoin une clé publique enfin Ouais, une clé publique classique quoi. exactement, exactement. Et bon, si tu veux un peu projeter ou voir moi, ce que j'envisionne au niveau des paiements, euh, mais c'est pas nécessairement parce que, bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Arc n'est pas un système de paiement instantané comme Lightning l'est. C'est-à-dire que les paiements sur Arc, comme j'expliquais, nécessitent la création de, de ces arbres de Merkel qui sont inclus dans des outputs, dans des transactions Bitcoin. Donc, les paiements sur, euh, en réalité, les paiements sur Arc, ils sont aussi lents, si on veut, que les paiements sur Bitcoin. Et donc, c'est pas bon, la manière un peu naïve d'utiliser Arc et de faire des paiements si on veut, intra-arc, comme ceux-ci qu'on décrit, non, tu as des façons un peu plus intelligentes d'utiliser le système. Et comme tu parlais, l'idée de faire des atomic swap, moi, je crois que c'est ce qui est le plus prometteur. Parce qu'à ce moment-là, avec ce qu'on introduit avec Arc, ça permet de répliquer le modèle de Moon Wallet. Je ne sais pas si tu es familier avec Moon Wallet. Très très vaguement. OK. Ben, Moon Wallet, c'est un wallet Lightning qui avait été introduit il y a quelques années et qui fonctionnait un peu sur un principe d'atomic swap. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur n'avait pas de canaux Lightning. Euh, Ce que Moon faisait, c'est que Moon opérait eux-mêmes un nœud Lightning, un peu comme Boltz le fait aujourd'hui. Et tu avais t'avais une seule balance. On-chain. Et si tu avais besoin de faire un paiement sur Lightning, ben à ce moment-là, eux, ils faisaient un Atomic Swap, right? Donc, tu faisais un Atomic Swap, tu faisais un paiement on-chain et eux garantissaient tu faisais un Atomic Swap vers eux on-chain et eux, ils garantissaient un paiement sur Lightning. Ok. Mais bon, évidemment, bon, ça fonctionnait bien quand les frais euh, sur la main chain étaient très peu élevés parce que ben, c'est cool parce que t'as pas cette expérience-là d'avoir à manager des canaux, d'avoir à manager de manager la liquidité. Tu as une seule adresse, tu as une seule balance, et c'est on-chain ou Lightning, et tu peux recevoir et envoyer des paiements. Tu cette fonctionnalité. Donc, c'est pas, vois-tu, il n'y a pas de il y a pas de nœud Lightning. C'est très lightweight au niveau de l'architecture. Donc, quand ça avait été introduit, les gens étaient un peu charmés par l'idée, mais ça, bon, ça fail parce que du moment où les frais, par exemple, pendant si on veut, la période où les ordinals avaient amené les frais de transaction à être très élevés sur la chain, ben là, évidemment, lorsque tu dois faire des atomic swap à partir de on-chain, ça fait plus de sens parce que carrément, tu vas payer 100 $ pour faire un paiement Lightning. Donc, mais tout ça pour dire que ben, tu peux répliquer le modèle de Moon, mais avec Arc. Parce que là, à ce moment-là,
tu cette même idée-là où tu peux avoir une wallet qui permet de faire des paiements in and out, de Lightning, mais t'as pas à faire des transactions on-chain, right? Hmm. Tu fais seulement des transactions ARC. Donc, tu fais un Atomic Swap. Là, c'est pas très grave si, là, c'est pas très grave si, vois-tu, le temps de confirmation est long sur ARC aussi parce que, bon, sur Atomic Swap avec le payment provider, et à ce moment-là, ça te donne accès à Lightning, ça te donne accès à avoir un wallet Lightning qui est probablement, tant qu'à moi, va donner le meilleur UX possible. Parce que, bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien jouer avec Lightning et peut-être ils sont bien fans de manager leurs canaux, mais moi, tant qu'à moi, c'est pas une technologie qui va scaler à des retail users. Les gens, même le wallet qui fait la meilleure job, si on veut, Phoenix, au niveau de l'interface. Bon, t'as encore ces fenêtres où tu vois, tu dois comme acheter de la liquidité, des trucs comme ça. Et ce genre de trucs-là, ça scalera jamais à des millions de personnes. Les Hmm. gens les gens vont voir ce genre de fenêtre-là, ils vont dire, bon, je vais utiliser ma carte Visa ou quoi que ce soit. Tu vois? Donc, moi, je crois que ce principe-là de faire une interface avec Lightning en permettant aux gens de faire simplement des swaps à partir d'un virtual UTXO au lieu d'un UTXO, c'est très prometteur parce qu'à ce moment-là, tu élimines toute la complexité des channels, tu élimines toute la complexité d'intégration pour les développeurs qui veulent donner accès à leurs utilisateurs à Lightning, mais tu as toujours accès quand même. Bon, oui, tu dépenses sur un, un service provider, une compagnie, un Bolt, par exemple, qui va te permettre de faire ces swaps-là. Mais si ce use case-là devient un succès, ben à ce moment-là, il va y en avoir plein des Bolts parce que c'est un modèle d'affaires, right? Donc, tu vas avoir plusieurs service providers et en bout de ligne, tu n'as pas à leur faire confiance, right? C'est un système trustless d'Atomic Swap. Donc, ça devient vraiment intéressant. Donc on peut vraiment imaginer, enfin, si on utilise Arc pour des paiements, avoir quelque chose de similaire à ce qui se passe avec Aqua Wallet, comme tu disais. Ouais, Sauf voilà, que, exactement. sauf que Ouais. c'est limite, enfin, c'est enfin, une on-chain virtuelle, quoi. C'est des virtual ETXO et c'est pas une fédération qui gère tes fonds. Exactement. C'est Aqua, mais une version, si on veut, plus trustless, carrément. Ouais, plus Euh, proche de la chaîne principale, quoi. ouais, 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 exactement. Donc, non, c'est ça, c'est probablement le use case de Arc à court terme qui va avoir le plus d'impact, tant qu'à moi, parce que ça va probablement carrément shifter que ce soit au niveau des utilisateurs réguliers, des utilisateurs retail, comme les gens qui utilisent aujourd'hui Aqua ou quoi que ce soit. Parce que là, le use case, c'est à quoi c'est bien et je crois que ça devient de plus en plus populaire, mais tu as quand même ce stigma-là d'association avec Liquid et bon, tu as des gens qui ne seront jamais vraiment confortables à mettre Hmm. des montants de conséquences sur ce genre de wallet-là. Mais une fois que tu introduis un système où tu n'as pas à faire ce genre de compromis-là, bon, ben, tu vas avoir plus d'utilisateurs de wallets qui vont être capables de. euh, parce que bon, c'est carrément des Lightning Wallets. Oui, ils n'ont pas comme une. Oui, ils n'ont pas un support natif, si on veut, de Lightning, dans le sens qu'ils n'ouvrent pas des canaux et tout cela, mais ils sont capables d'avoir d'utiliser le réseau carrément pour les paiements, donc c'est l'équivalent. Et aussi au niveau des opérateurs de nœuds, parce que les opérateurs de nœuds, eux, si, il y a une plus grande demande par rapport à des wallets qui sont basés sur la technologie de Arc, ben, à ce moment-là, eux, ils vont avoir des plus grandes demandes de liquidité. Des gens comme les LSP, il va falloir qu'ils managent mieux leur liquidité. Et pour eux aussi, l'utilisation de ces virtual UTXO-là est super intéressant parce qu'eux aussi peuvent fonctionner sur un système de swap
et vraiment minimiser leurs coûts. Donc je crois que ça mène en gros un système, heu, avec un meilleur UX pour tout le monde et probablement un système Lightning qui est plus bon, au fil des années, je crois que ça devient de plus en plus, comment dire? Les paiements sur Lightning, ça fail moins souvent, si on veut, que ça failait avant, mais ça arrive encore. Donc je crois que si on fait un shift un peu vers, le genre d'architecture que je te décris, ben, à ce moment-là, je crois que tu vas avoir de quoi qui va être très compétitif par rapport à quelconque autre système de paiement, qui existe, que ce soit dans l'industrie blockchain ou quoi que ce soit. Mais bon, là, ça reste encore que les paiements en bitcoin, c'est un petit marché quand même, pour l'instant. C'est pour ça qu'on trouve ça super intéressant, mais on explore aussi, différents use cases. Ouais, donc comme tu disais, ça, enfin, ça peut vraiment apporter plus de liquidité à Lightning et avoir quelque chose de moins trustless que Liquid. Donc je pense que c'est un bon compromis. C'est parce que bah déjà le wallet Aqua, il est pas mal utilisé par les citoyens américains parce que ils n'ont pas accès à de wallet Lightning. Et donc, Ouais. d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu sais si les Arc serveurs pourraient être, euh, comment dire, être considérés un peu comme les Ouais. LSP Lightning et donc être Hem, concernés par la loi c'est possible, c'est effectivement quelque chose qu'on regarde un peu. Je te dirais que, bon, au moins avec la nouvelle administration aux États-Unis, c'est le souci, quand même par rapport à ça, a diminué, je te dirais. hmm. Hem, mais c'est bon, c'est quelque chose effectivement, je crois que l'équivalent, c'est vraiment comme c'est carrément comme les LSP. Donc ça restera à voir. Hem, au niveau de bon, nous on est basé nous on est basé en Europe. Donc il y a différentes lois, il y a différentes je suis pas le pro au niveau des lois, mais bon, tu as le MiCA et tout qui a été introduit. Hem, mais ouais, pour en revenir à Lightning, bah, l'idée, right, l'idée, c'est d'introduire une expérience qui est, comparable à l'expérience Lightning Custodial. Hem, les gens, aujourd'hui, utilisent Lightning en majorité avec des custodial wallets parce que l'expérience est juste supérieure à des self-custodial wallets. Et moi, je crois que, bon, comme Aqua nous l'a montré, il y a comme un chemin qu'on peut faire vers la création d'une expérience self-custodial qui est équivalente et bon, qui à ce moment-là, évidemment, ne requiert pas de d'exposer nos fonds à des custodians. Ouais, clairement. Et bah, écoute, merci beaucoup, hein. Je pense que j'ai bien compris au moins les grandes lignes. Et il n'y a pas de question non plus de l'audience. Si jamais il y en a quelques-unes, n'hésitez pas avant qu'on clôture. Et est-ce que tu as encore un petit peu de temps, peut-être 5 10 minutes, ou sinon on peut Ouais, ouais, clôturer bien là. sûr. Ouais, ouais. Ouais, je voulais parler par rapport aux covenants. Ouais. Parce que j'ai regardé un petit peu la documentation sur Arc et donc certains covenants comme APO et CTV pourraient aider le protocole, par exemple avec le, comment dire, le nom, enfin en enlevant la nécessité d'être connecté euh, au réseau régulièrement. Je crois que c'est 4 semaines sur Arc, si je me trompe pas, où il faut qu'on reclaim les UTXO, un truc comme ça. Ouais, ben c'est ça. Là, ça, c'est le genre de détail dans lequel je suis pas trop allé. Ok. Mais effectivement, mais effectivement, mais vois-tu, ça, c'est un paramètre qui est ajustable. Donc, quand je te disais que certains arcs vont avoir différents paramètres, ce paramètre de timeout là, si on veut, où ton virtual UTXO va expirer et tu dois le renouveler. euh, Ça va dépendre heu, du use case. Donc pour le Arc Node, pour les Lightning, pour les opérateurs de nœuds Lightning, on va pas mettre ça à 4 semaines.
On va Ok. même réduire, on va même réduire cette expiration-là parce que, de toute façon, l'idée avec le 4 semaines, c'était que, bon, si quelqu'un utilise ça avec sa wallet normale, bon, peut-être qu'ils vont être offline, mais peut-être que si on met ça à 4 semaines, il y a des bonnes chances qu'ils soient de retour, donc ils vont être online à temps pour hem, faire la rotation, si on veut, de leur virtual UTXO. Hem, mais avec les nœuds Lightning, ben, ça, c'est pas un problème parce que les nœuds Lightning, ils sont toujours online, right? À ce Hmm. moment-là, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réduire considérablement la période, d'expiration. Donc, on pourrait le mettre à quelques jours ou même un jour ou 24 heures. Parce que l'idée, c'est que, bon, encore là, on n'en a pas trop parlé, mais tu as l'idée de la liquidité, right? Parce que le serveur, c'est lui qui crée la transaction. Donc, le serveur, il, il utilise ses propres UTXO, il utilise ses propres bitcoins pour, euh, en fait, c'est comme un système de collatéral. Donc, il, il va, il va funder la transaction de ARC qui va créer les virtual UTXO. Et éventuellement, lorsque ces virtual UTXO-là ont été utilisés euh, pour initier des transferts dans un autre arbre, si on veut, ben, le serveur, lui, il doit récupérer la liquidité qu'il a utilisée pour fonder le premier arbre. Donc, il doit avoir un système où euh, il est capable de sweeper, si on veut, ces bitcoins-là qui ont été associés à la transaction initiale. Et s'ils sont lock-in, s'ils sont, s'ils sont là pour 4 semaines, si la liquidité je sais pas, Bloqué? ouais, bloquée. Excuse-moi, ça Y devient a pas un de peu souci. plus compliqué dans ma tête, mais ouais, si la liquidité elle est bloquée pendant 4 semaines, ben là, à ce moment-là, il faut qu'il utilise toujours plus de liquidité et il est pas capable de recycler la même liquidité, right? Hmm. Tandis que si on réduit l'expiration, ben là, à ce moment-là, il peut comme faire une meilleure utilisation de ses fonds à ce niveau-là. Donc les covenants, mais les covenants, ça aide pas nécessairement par rapport à cet aspect-là. Je dirais que les covenants, ça va aider euh, au niveau de l'interactivité, si on veut, c'est-à-dire quand je te décrivais un peu le processus de transaction sur Arc où bon, le serveur va dire OK, moi je vais créer une batch et donc qui veut participer à cette batch-là et blablabla. Et là, les gens ils s'échangent des PSBT, des puissants Bitcoin Transaction. Euh, ben, si on a des covenants, ça va faire que ce genre de danse-là, d'échange d'informations entre les utilisateurs et le serveur, elle va être beaucoup moins lourde, si on veut. Donc, il va y avoir beaucoup moins de data qui va être nécessaire d'être échangé. Et à ce moment-là, ça va optimiser, je te dirais, l'expérience utilisateur. Et probablement permettre au système de scaler, si on veut, et d'être plus performant dans une éventualité où peut-être il y a des milliers et des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc, c'est pas nécessaire. Les covenants ne sont pas nécessaires euh, pour faire fonctionner le système. En fait, on utilise un covenant, on réplique le modèle de covenant euh, en faisant des pre-signed transactions. Euh, mais ouais, il y a plusieurs optimisations. Je te dirais CTV, CTV, ce serait le plus simple. Euh, mais c'est pas quelque chose pour nous, vois-tu, ou en tout cas moi et la plupart des gens avec qui je travaille, ce qui nous intéresse, c'est justement le fait que on est capable de créer un nouveau système, de créer une innovation qui justement ne requiert pas
qu'on attende à ce qu'il y ait un soft fork avec Bitcoin et des covenants et des trucs comme ça. On est capable de, je crois qu'on est capable de pousser de l'avant l'écosystème et l'industrie de façon, euh, en tout cas, tant qu'à moi, vraiment significative. C'est-à-dire que l'impact, une fois qu'on aura développé et je crois propagé un peu l'idée de Arc, euh, ben, de un, ça va permettre aux gens de relaxer un peu, je crois, par rapport à justement cette conversation-là de Covenant et de faire des décisions qui vont être plus réfléchies parce que j'ai l'impression que si Arc devient adopté comme je le prévois, ben, justement, ça va comme nous donner un peu plus de matériel de réflexion par rapport à, OK, si Arc fonctionne et que c'est vraiment la direction technologique qu'on veut prendre, bien à ce moment-là, quels sont les outils on aurait besoin pour justement peut-être que c'est rendre Arc meilleur ou peut-être que c'est ajouter des systèmes qui vont bénéficier Arc ou quoi que ce soit. Donc, parce que le problème que j'ai avec la conversation avec les Covenants en ce moment, c'est que tout le monde a un peu bon, des idées un peu floues par rapport à qu'est-ce qu'ils voudraient faire avec ces nouvelles fonctionnalités-là, mais il y a comme pas vraiment d'idées compréhensives, de full picture, si on veut, qui a été présentée, qui dit ah, OK, ça, c'est quelque chose, c'est une vision que tout le monde. Puis c'est pour ça que personne ne s'entend parce qu'il y a personne qui a été capable de présenter une vision cohérente qui est capable de rallier tout le monde. Bon, il y a des gens qui essaient un peu, vois-tu, avec euh, Opcat et les Zero Knowledge Proof et les roll-ups, tout ça. Il y a des gens qui veulent améliorer Lightning et quoi que ce soit, mais bon, c'est ça. Il y a comme. Donc, moi, je crois qu'il n'y a vraiment pas de presse à ce niveau-là. Je crois on a vraiment en ce moment, on fait déjà très peu l'utilisation de fonctionnalités comme Taproot, hem, qui sont très bénéfiques et je crois que Arc, c'est comme un premier pas en avant pour l'introduction de systèmes qui vont, d'après moi, en tout cas, comme enligner la direction technologique de Bitcoin. Et justement, une fois qu'il y a un product, c'est ça l'idée, c'est qu'une fois qu'il y a un product market fit, une fois qu'il y a une vraie adoption, ben là, à ce moment-là, on va avoir de la vraie information pour dire, ah, OK, ça, c'est vraiment ce que les utilisateurs de Bitcoin veulent. Et donc, on va peut-être ajouter des fonctionnalités au système en conséquence. Ok, intéressant. Mais c'est vrai que je suis. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de Covenant maintenant. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on veut faire qui peuvent se créer, un peu en bricolant, mais qui peuvent marcher et ensuite voir si on a vraiment un besoin. Pour l'instant, il n'y a pas de besoin clair, comme tu le disais. Personne n'a réussi à convaincre euh, au moins une partie de la communauté que ça allait être bénéfique, quoi. Ouais. Ben, c'est ça. Mais je pense que en fait, ce qu'on réalise, et c'est un peu pour ça que l'an passé, quand Rusty, justement, de Blockstream avait introduit l'idée du Great Script Restoration, qui est un peu cette idée-là euh, de justement, OK, personne s'entend pour, bon, quel covenant on préfère ou quel autre opcode on préfère. Mais ce que les gens semblent s'entendre pour dire, c'est que on a besoin d'améliorer en entier, si on veut, le système de script de Bitcoin de manière à ce qu'on soit capable de justement amener des fonctionnalités qui nous permettent de créer des meilleurs layer 2 ou quoi que ce soit. Bon, il y a des gens qui sont pas nécessairement d'accord avec ça parce que il y a des appréhensions par rapport justement au fait que, bon, comme, si on amène différentes fonctionnalités, ben, à ce moment-là, on introduit peut-être des risques
celle-ci soit exploitée et que ça mène à quelque chose comme les ordinals ou quoi que ce soit. Hem, bon, moi, tu des trucs comme le MEV aussi, MEV, Hmm. et bon, ça, c'est une autre discussion à avoir. Pour ce qui est, moi, de mon opinion, je crois que la majorité des gens qui ont, ces peurs-là, souvent ça vient du fait qu'ils sont franchement peu informés par rapport à ces sujets-là et ils vont simplement, par exemple, voir, ce qui se passe sur Ethereum, vont entendre le mot MEV et bon, du moment que quelqu'un suggère qu'il y a des risques de MEV sur Bitcoin, ben, ils vont à ce moment-là automatiquement comme décider d'ignorer ou de rejeter, quelconque, innovation ou développement technique qui peut-être implique un potentiel de MEV, même si c'est pas du tout le cas. Même, t'as seulement besoin que quelqu'un dise ah, ça va créer du MEV pour que les gens disent ah, ok, non, j'en veux pas. Hmm. Euh, Moi, je crois pas qu'il y ait personne qui est intéressé à créer par exemple, des systèmes Uniswap de type AMM on-chain. Ça fait aucun sens. Quand tu vois la direction que cette industrie-là de trading, si on veut, prend sur d'autres plateformes, euh, d'autres blockchains, tout est optimisé pour la performance. Tout est optimisé pour le UX, expérience utilisateur, où tu vois les trades, les trades sont exécutés de façon immédiate et tout ça. Donc ça, c'est incompatible avec la, la Bitcoin blockchain qui produit des blocs à chaque 10 minutes et qui est très lent en général. Donc, Ouais, même si on avait la possibilité de créer, même si on avait le script language pour créer ce genre de système-là, euh, oui, peut-être quelqu'un a essayé de le créer, mais il n'y a personne qui voudrait l'utiliser parce qu'il y a des meilleures alternatives sur le marché déjà. Et il y aura possibilité de créer des meilleures alternatives dans un layer 2 ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas le genre de choses qui me font vraiment peur. Moi, je crois que ouais, c'est vraiment la direction à prendre. Moi, je crois que c'est vraiment la direction à prendre. On a le temps, donc, peut-être faire le travail que Rusty et quelques autres personnes ont commencé à faire et faire réviser de façon plus systématique. OK, à quoi est-ce que ça ressemblait si on voudrait comme, pas changer, complètement le système de script de Bitcoin, mais, heu, ajouter quelques pièces qui nous permettent vraiment l'idée, c'est qu'on est capable de faire ces choses-là qu'on veut faire de façon, si on veut, élégante et non pas, par exemple avec Opcat où, bon, pour ceux qui sont plus familiers avec Opcat, c'est l'idée que oui, Opcat peut presque comme tout faire, mais fait un peu tout de façon, très peu très très peu efficace. C'est-à-dire qui ça nécessite la création d'énormes scripts, qui sont très longs et qui sont très difficiles à évaluer. Hem et donc l'idée, c'est en tout cas, tant qu'à moi, c'est bon, OK, si on veut ces genres de fonctionnalités-là, si le end goal, c'est de créer ce genre d'application-là ou ce genre de système de bridge-là, bon, ben, à ce moment-là, on n'a pas besoin de se contorsionner avec des systèmes, parce qu'on essaie un peu de faire du bargaining puis de créer du consensus autour d'un seul opcode. Je crois que ça vaut la peine de considérer, OK, bon, quelle est la manière optimale au niveau par souci engineering, right? Donc, quelle est la manière optimale de, d'ingénierie de créer le meilleur système possible? Et à ce moment-là, je crois que une fois qu'on arrivera là, on aura une meilleure proposition à faire à l'industrie au complet, à la communauté. Et je crois que ça va être quelque chose qui va résonner avec plus de gens que chaque groupe qui ont leur propre opcode et qui dit ah, mon opcode c'est le meilleur et activez mon opcode. ouais, je suis assez d'accord et je trouve une des choses bénéfiques qu'a apporté Ordinals, etc., c'est qu'on a eu un marché de tokens fongibles et de NFT sur Bitcoin. Et aujourd'hui, on voit que bah, il y a
plus rien qui se passe, quoi. Les frais sont à zéro, donc ça n'attire Ouais. plus personne. Donc ça montre que bah, le marché a fait son choix. Ce cas d'utilisation n'est pas le bon, et donc on n'a pas besoin d'AMM, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Mais par contre, on pourrait le faire sur un L2, soit lié à Arc, soit lié à RGB, soit lié à un autre protocole, peu importe, et qui pourrait fonctionner avec la version actuelle de Bitcoin, quoi. Le seul truc, je pense, les seuls opcodes qui pourraient peut-être faire sens pour améliorer vraiment spécifiquement le use case de Bitcoin en tant que moyen d'échange ou réserve de valeur, ce serait par exemple les upvolt, openvolt qui pourraient améliorer la sécurité. Mais ça encore, c'est encore des projets très jeunes, donc enfin des idées très jeunes, donc c'est encore une longue discussion aussi qui attend. Mais tout ce qui est AMM, je pense pas que ce soit nécessaire, et je pense pas que ça verra le jour un jour sur Bitcoin, enfin sur la main chain, quoi, sur le L1. Ouais, non, non, ça c'est sûr. Mais vois-tu, même moi, au niveau, même moi, même les conversations autour de Hopcat et l'idée de créer, euh, tu vois, la possibilité de faire de la vérification de Zero Knowledge Proof et des trucs comme ça, et de créer des bridges avec des roll-ups. Moi, pour être bien honnête, c'est pas c'est pas un futur que je favorise par rapport à Bitcoin. Moi, je vois l'évolution des roll-ups sur Ethereum et c'est un peu bâclé. Personne ne s'entend pour. En fait, c'est carrément en train de failer en ce moment et personne vraiment s'entend sur quelle est la solution pour régler ce qu'ils appellent les problèmes d'alignement ou ce qui arrive, c'est que euh, t'as ces systèmes indépendants-là qui sont créés et c'est comme un peu c'est des silos, donc eux, ils créent leur propre écosystème, ils attractent et ils attirent leurs propres users et ils n'ont pas nécessairement les intérêts d'Ethereum à cœur, c'est-à-dire qu'eux, ils vont favoriser leur taux, surtout par le fait évidemment qu'ils ont leur propre token et tout ça. Donc, ce que j'ai observé, moi, c'est que ça crée une fracture au niveau du network effect, carrément, de Ethereum. Et c'est pas surprenant, justement, que Ethereum, si tu compares de manière relative par rapport à même quelque chose comme Solana, a vraiment underperformé au niveau carrément, il y a un signal du marché que la direction technologique de Ethereum ne fonctionne pas. Et cette direction technologique-là est basée carrément, c'est ce qu'ils appellent le Roll-up Scaling Roadmap. Donc, Hmm. moi, l'idée de créer une Roll-up Scaling Roadmap pour Bitcoin, honnêtement, ça m'enchante pas, ça m'enchante pas vraiment. Donc, voilà, moi, je trouve pas ces arguments-là très, très convaincants non plus. Mais effectivement, comme tu le disais, faut pas oublier qu'il y a il y a d'autres arguments au niveau des soft forks et qui sont peut-être plus importants euh, par rapport à, ben, vois-tu, si tu parles à plusieurs développeurs qui sont plus proches de Core ou quoi que ce soit, eux, ce qu'ils sont en train de discuter, euh, c'est un soft fork pour fixer les bugs, simplement. Hmm. J'oublie le nom, mais ouais, l'idée, c'est que, bon, il y a c'est consensus cleanup, right? Consensus cleanup. Et ce qui arrive, c'est qu'ils ont identifié au fil des années des bugs, certains plus importants que d'autres, qui peuvent seulement être fixés avec un soft fork. Et là, ils se disent, bien, pendant qu'on a encore le temps, et pendant que justement on n'a pas de consensus pour un software qui pourrait ajouter de la fonctionnalité, ben pourquoi pas prendre cette opportunité-là pour passer un software qui va régler des bugs et carrément améliorer la sécurité du système. Je crois que, tant qu'à moi, ça fait beaucoup de sens de pousser dans cette direction-là. Si on est capable d'avoir un genre un quick win, si on veut, parce que je crois que je crois que c'est très peu difficile euh, d'obtenir consensus pour un soft fork lorsque tu présentes à tout le monde, tu dis on va carrément fixer les bugs, on va améliorer la sécurité du système, surtout.
surtout qu'on est dans un contexte où bon, on commence à avoir des acteurs au niveau nation state et tout ça. Je crois que c'est plutôt important. Donc, en fait, ce qui leur reste à faire, c'est de faire une proposition. Le problème, c'est ils se sont pas encore entendus exactement sur euh, quelle est la meilleure approche pour régler tous ces bugs-là. Mais moi, j'ai l'impression que il est fort possible que cette année, ils produisent un peu une proposition de soft fork pour le consensus cleanup. Ils finissent par s'entendre sur tout ça. Et que si on a un soft fork cette année ou peut-être l'an prochain, ça ne sera pas un soft fork de fonctionnalité, ça sera une question de fixer des bugs avec Bitcoin. Et effectivement, je crois que c'est pas un mauvais compromis à faire. Ouais, je pense que c'est ce qui ferait le plus de sens. Parce que c'est aussi le plus urgent. Et peut-être même c'est une des raisons pour lesquelles Opcat, etc. ne séduit pas, c'est que les gens préfèrent Bitcoin comme il est maintenant et sont plus réticents à ajouter des features plutôt qu'à juste renforcer le réseau. Donc je pense ouais, il y Ouais. a plus de chances que ça arrive que Opcat, ça c'est sûr. Opcat pour moi c'est pas si jamais ça vient, ce sera pas avant 4-5 ans avec des années de recherche. Bah, moi, je crois que ça va être. Moi, vois-tu, je crois que si on en vient à avoir Up4, ça va venir effectivement peut-être avec justement quelque chose comme le projet de Rusty qui est le Great Script Restoration. Où à ce moment-là, on va s'entendre, on va dire, OK, bon, oui, Up4, il peut être utilisé pour faire des trucs, mais Up4, je crois que la majorité des gens, en fait, des développeurs s'entendent pour dire que Op4, c'est seulement utile si tu l'utilises en combinaison avec quelques autres opcodes. Et là, à ce moment-là, si tu as besoin de quelques autres opcodes, bon, ben, quel autre opcode tu choisis? Et bon, là, il y a des gens les gens qui supportent beaucoup Op4, ils poussent seulement pour Op4 parce qu'ils se disent si on commence à faire du bike shedding, si on commence à avoir des arguments par rapport à bon, quel autre opcode on ajoute, ben là, on n'en finira jamais, on n'obtiendra pas consensus. Mais bah, écoute, peut-être parce que justement, l'idée de Hopcat seule elle-même n'obtiendra jamais consensus. Donc, ça Hmm. fait plus de sens d'avoir une vision plus holistique, si on veut, qui est plus compréhensive. Ouais, ça fait sens. Ouais, je suis d'accord sur ce coup-là. Mais bon, je pense que ouais, ça va prendre encore pas mal de temps. Mais toi, tu vois ça cette année, donc un Moi, consensus. ouais, moi, je serais pas surpris, effectivement, que cette année, il y a une proposition par rapport au consensus cleanup et Ok. que peut-être, bon, au niveau de l'activation et tout ça, ça reste à voir, mais je crois que c'est ce qui fait le plus de sens. Et je crois que même, ultimement, ceux qui peut-être sont réticents parce qu'ils préféreraient avoir un soft fork de fonctionnalité ou quoi que ce soit. Je crois que même ces gens-là vont ultimement comme supporter ce. S'ils voient qu'il semble y avoir un consensus qui se forme par rapport à ça, je crois que ces gens-là vont pas trop se battre parce que dans leur tête, et ce qui fait quand même du sens, c'est que un soft fork, c'est mieux. Être capable de créer un consensus, puis être capable d'organiser l'industrie autour d'un soft fork, euh, c'est mieux que de ne pas être capable de le faire du tout. Donc, eux, ce qu'ils vont se dire, et c'est pas nécessairement la bonne réflexion, la meilleure logique, mais ce qu'ils vont se dire, c'est bon, bien, en créant en, en ayant un soft fork, ben, on va peut-être créer un momentum pour avoir un autre soft fork, tu comprends, un peu plus Hmm. tard. Ouais. Mais s'il y a jamais de soft comme là, en ce moment, on est un peu dans ce marasme-là où il y a jamais eu il y a pas eu de soft fork, ça fait bien longtemps, mais là, à ce moment-là, tout le monde est un peu réticent à avoir un autre soft fork. Hem, donc peut-être que les gens vont dire: «Bon, bien, écoute», ils vont se dire: «Bon, ben, on va faire un compromis, on va supporter ce». Mais en même temps, c'est pas nécessairement
c'est pas nécessairement la conclusion la plus logique. Tous les soft forks sont indépendants et l'idée que, plus on a de soft forks, plus on va créer un momentum pour avoir de plus en plus de soft forks, ça fait pas vraiment de sens. Mais écoute, si c'est ce qu'ils veulent penser, bien, moi je ferai pas moi je vais pas me positionner comme ça parce que, je crois que ça fonctionne dans l'intérêt de tout le monde. Ouais, après, je pense qu'ils ont une proposition prête qui est juste après. C'est vrai que ça pourrait leur bénéficier, mais enfin, vu les derniers softports qu'il y a eu, je pense que pas mal de gens étaient en mode on en fait un et puis on voit plus tard. Donc ça dépend de l'environnement, mais comme aussi il y a de plus en plus de personnes qu'on pourrait qualifier de shitcoiners qui s'attachent à Bitcoin, ça pourrait aussi jouer et tu vois, rebalancer de l'autre côté, avoir avoir deux soft forks activés ou d'autres cas d'utilisation. Mais c'est compliqué à dire, je pense. Parce que si on compare à Taproot, je sais pas comment est-ce que toi tu le ressentais, mais c'était pas. Enfin, il y avait des gens aussi qui étaient pas forcément favorables, alors que le changement est pas énorme. Ah ouais, ouais, non, ben, effectivement, mais avec Taproot, c'était comme le dernier soft fork d'une ère de Bitcoin qui n'existe plus, où on avait un- une forme de leadership qui était solide au niveau de Bitcoin, une forme de leadership qu'on n'a plus et peut-être c'est pour le mieux parce qu'effectivement, c'est une forme de leadership qui, on peut faire l'argument, menait à une certaine forme de centralisation peut-être au niveau du développement du protocole. C'était très méritocratique au niveau de ce leadership-là, mais ça reste que tu vois, ça donnait beaucoup de pouvoir à très peu de. C'est pas nécessairement un pouvoir, tu vois, c'est pas un pouvoir, heu, explicite si on veut, mais, une influence quand même, notoire, sur le protocole. Et on a été chanceux que ces gens-là, en tout cas tant qu'à moi, ont fait une bonne utilisation de cette influence-là et Taproot, pour moi, Taproot, c'est de loin le soft fork le plus important de toute l'histoire de Bitcoin et je crois que il y a peu de gens qui le réalisent pour l'instant parce qu'effectivement, on n'a pas vraiment commencé à exploiter tout le potentiel de cette technologie-là. Mais tu vois, je crois qu'avec des trucs comme Arc, justement, les gens vont s'ouvrir les yeux et vont réaliser que euh, sans Taproot, on ouais, il manquerait beaucoup de pièces, à l'évolution technologique de Bitcoin. Hem, mais ouais, voilà, mais c'est ça, ouais, effectivement, Taproot, donc tu sais, Taproot, c'est comme, ben, les Greg Maxwell et les Peter Woolley de ce monde ont décidé que c'était bien pour Bitcoin, ça semble être bien pour Bitcoin. Évidemment que ça incluait aussi le les signatures, Schnorr, le remplacement, l'utilisation des signatures Schnorr qui est quelque chose qui avait été, discuté sur Bitcoin, discuté par rapport à en lien avec Bitcoin depuis très, très, très longtemps et qui était comme vu comme un no-brainer si on veut, une évidence par rapport à, l'utilisation de cette technologie-là. Donc, ça a été comme packagé avec Taproot. Et, et bien voilà, mais là maintenant c'est plus le cas. Là, on est comme un peu, là, vois-tu, Bitcoin est dans cette, période d'adolescence si on veut où, les parents nous ont jetés dehors ou quoi que ce soit et donc on doit comme, décider, on doit comme trouver une manière de rassembler la communauté pour, faire un pas en avant et c'est beaucoup plus difficile que lorsque tu as tu les sages sur la montagne qui te disent tout quoi faire. Mais c'est ça, comme je disais, c'est pour le mieux et peut-être que ça va prendre plus de temps, mais vois-tu, moi ça me rend super bullish parce qu'en même temps, oui, oui, peut-être ça peut faire chier pour les gens qui aimeraient faire, plus de trucs avec Bitcoin, mais ça illustre à quel point le système est décentralisé.
Et t'as pas d'autres. Quand tu compares aux autres blockchains, c'est le jour et la nuit. Ouais, clairement. Et je suis d'accord avec toi, c'est aussi une des caractéristiques les plus importantes de Bitcoin, hein, sa communauté. Et écoute, Ben, moi, je te dirais que la caractéristique la plus importante de Bitcoin, c'est que c'est le fait que euh, on ait on ait une communauté aussi fragmentée. ouais. C'est le fait que la communauté ne s'entende pas parce que même le concept de communauté dans Bitcoin ne fait presque plus aucun sens. Hmm. T'as comme des sous-groupes, si on veut, de Bitcoiners qui vont être les mineurs, t'as des développeurs, euh, t'as des Bitcoiners en France, ou quoi mais tu vois, il y a comme. euh, il- c'est rendu tellement gros qu'il y a pas cette notion de communauté-là où tout le monde s'entend. Tu vois, même, je te dirais, il y a eu un pic de cette notion-là avec l'idée des Bitcoin, du Bitcoin maximalism, right? Des Bitcoin maxis qui, je te dirais, jusqu'en 2021-2022, ouais, avait comme c'était ça la communauté Bitcoin. C'est tout le monde lit le Bitcoin Standard, tout le monde fait la même chose. C'était presque religieux. Et je crois que moi, je crois que c'est évident que ça s'est fragmenté dans les dernières années. Et si j'ai du crédit à donner aux gens qui, bon, au mouvement Ordinals et tout ça, c'est que je crois que ça a rendu les choses claires pour tout le monde que il y a des gens dans Bitcoin qui utilisent Bitcoin et qui vont faire des trucs avec Bitcoin avec lesquels tu seras jamais d'accord, mais tu pourras jamais leur enlever la possibilité d'utiliser Bitcoin ou de se déclarer comme Bitcoiner parce qu'il n'y a personne qui peut, euh, dans, dans l'industrie où on est, où on en est rendu, il n'y a personne qui peut se déclarer comme juge, si on veut, tu comprends, de l'idée du Hmm. Bitcoin. Donc, voilà. Ouais, clairement 100% d'accord. Et je pense que c'est un des meilleurs moments. Enfin, pour moi, enfin, être dans Bitcoin, c'est une des choses qui m'a aidé à, tu sais, à sortir de la petite bulle que tu as quand tu es sur les réseaux sociaux, à voir que des contenus qui confirment tes biais. Et être dans Ouais, Bitcoin, c'est le moment où j'ai rencontré le plus de gens avec lesquels j'étais pas d'accord. Et que ce soit en lien avec Bitcoin ou pas en lien avec Bitcoin, hein, même sur le plan politique ou sociaux, etc. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant en fait. Et quand on voit comparé à d'autres communautés comme sur Ethereum où ils sont en mode ah c'est quoi le prochain fork qu'on fait, c'est quoi le prochain hard fork, quelle nouvelle feature on va ajouter. Bah, je trouve que c'est une approche complètement différente et loin de l'esprit de décentralisation qu'il y avait à l'origine et qui est nécessaire. Et ouais, absolument. ouais. Mais voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Là, ça fait 2 heures on a commencé l'émission. Merci beaucoup pour ton temps. Je pensais pas que on divergerait autant que ça. Donc pour ceux qui sont arrivés en retard, il y aura le replay disponible pour réécouter l'explication de Arc qui était très claire. Donc merci beaucoup Alex pour ton temps. Ben, j'apprécie ton temps aussi. Et ouais, ben, si jamais on a l'occasion, peut-être lorsqu'on aura, je sais pas, un peu plus de l'implémentation et des produits qu'on a en tête, je te dirais, même d'ici un mois, on va, on va faire des grosses annonces par rapport à Arc. Donc, je te tiendrai au courant. Et si ça donne, on pourra refaire un space éventuellement. Ouais, carrément. Bah moi c'est le sujet qui m'intéresse, donc je suis chaud, 100%. Super. Bon, bien, je te souhaite une belle fin de soirée. Je crois de ton côté, moi, je vais aller me coucher. Oui, c'est vrai qu'il est tard chez toi. Donc, écoute, bonne nuit et à plus tard, à une prochaine fois. Salut à tous. Merci à toute l'audience qui est passée. Merci. Au revoir. Bye. Ciao. Ciao.